On va donc enchaîner avec vous, mon cher Jacques, avec ce procès qui a rouvert ses portes hier. Il y a eu de grandes annonces. Qu'est-ce qu'on peut finalement retenir de cette première journée? On a compris hier toutes les couleurs que ce procès nous donne. Ça va pas être une chose facile. C'est pas on vient le matin et puis le soir on sait ce à quoi les accusés peuvent s'attendre et ce à quoi les victimes, donc les parties civiles peuvent s'attendre. C'est vraiment un combat acharné qui est engagé entre avocats mais également entre parties civiles et puis présumés innocents, donc les inculpés qui sont détenus à la maison centrale. Vous aviez donc plusieurs débats qui ont été soulevés par la défense, notamment autour d'abord de la question de la mise en prison de pas Toumba Diakité, mais le capitaine Dadis Tiegoro, les derniers à arriver à la maison centrale. Cette histoire de l'article 252 du Code de procédure pénale est revenue hier. Et puis, j'ai pris du plaisir parce qu'en écoutant les avocats, on a pu découvrir que finalement, pour la question de détention, ce n'est pas seulement de l'article 252. Ils sont allés chercher beaucoup de dispositions dans le Code de procédure pénale pour montrer qu'il n'y avait pas, si vous voulez, matière à mettre Dadis et les autres en prison de cette façon. C'est toute la beauté de ces joutes, finalement. C'est cela, c'est toute la beauté du débat contradictoire en matière judiciaire. Je vous ai conseillé de vous recycler en droit. Croyez-moi. J'ai trouvé que ça ne va pas être facile. Et puis, il y a la question des parties civiles elles-mêmes. Il y a plusieurs ONG qui se sont constituées parties civiles et les avocats de la défense les récusent, notamment la VIPA dont on dit qu'elle n'avait pas d'agrément. Donc l'agrément qu'elle disposait a été rapporté et depuis n'a plus d'agrément. Et donc pour ce fait, ne pouvait pas se constituer partie civile. Et puis l'autre question, c'est la question des accords signés entre ces ONG et des personnes qu'elles disent représenter à ces procès. Ces accords écrits, selon la défense, n'ont pas été produits. Donc, pour toutes ces raisons, ces avocats demandent, n'est-ce pas, à ceux qu'on recuse ces ONG-là comme partie civile dans ce procès. Le débat, il a duré toute la journée jusqu'aux environs de 20 heures. Non, 21 heures. C'est sur la base de ces rapports que ces acteurs comme Dadis, Toumba et autres sont poursuivis, non? Évidemment. C'est pourquoi. Mais comment comprendre qu'il n'y ait pas de traces de ça? Mais c'est cela la beauté du procès. Parce que les choses peuvent être faites en amont, soit pendant la phase d'instruction, ou alors la question du rapport. Même la question du rapport est revenue. La question, parce qu'il y a eu deux rapports. Le rapport élaboré par la commission d'enquête internationale, mais également le rapport élaboré par la commission d'enquête nationale. Il semble que Sidi Souleymane Diaye, qui a conduit toute cette affaire, a bien pris le soin de déposer les deux rapports. Mais les avocats de la défense disent ne pas être entrés en possession surtout du rapport de la commission d'enquête nationale. Au lendemain de ces événements, vous vous rappelez, Dadis avait mis en place une commission d'enquête nationale qui avait fait un travail. Mais après, il y a une commission d'enquête internationale qui a été mise en place après le départ de Dadis, qui va encore faire son travail. Sur quelle base on est en train de poursuivre? Les débats vont nous permettre de comprendre. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que chacun voulait apporter des arguments pour défendre sa position. Les avocats des parties civiles n'étaient pas aussi absents de ce débat, puisqu'ils ont été très durs par moment, mais également le procureur et ses substituts qui continuaient quand même à présenter des éléments pour mettre, n'est-ce pas, pour affaiblir un peu la défense. La parole a été lâchée finalement aux environs de 21h, comme je le dis. Et c'est le même débat qui reprend ce matin. Vous vous rappelez, vous imaginez, on est encore sur des questions de procédure. Est-ce qu'on devrait poursuivre comme ça? Est-ce qu'on devrait mettre tel en prison? Est-ce que tel a qualité à poursuivre tel autre? Donc, nous sommes encore à ces niveaux. C'est pourquoi je le disais la dernière fois, nous qui sommes profanes à la matière, nous avons, si vous voulez, besoin
beaucoup plus d'humilité et de suivre ce qui se passe à l'intérieur, et de ne pas trop nous précipiter sur un certain nombre de choses. On pourrait assister à beaucoup de chamboulements, à beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, beaucoup de chamboulements. Et Jacques Léo le dit, pour nous qui ne sommes pas connaisseurs de droit, l'attitude, ce serait l'humilité. Et donc, je pose finalement la question, encore une fois, sur ces documents que l'on ne retrouve pas. Impréparation encore, Djiba? Oui, tout à fait, c'est l'impréparation. Vous savez, depuis le premier jour, ça a été mis au devant de la scène. Mais est-ce que ce n'est pas simple de dire ça, simpliste de dire ça? Oui. Et si c'était sciemment fait? Bon, c'est la question. C'est ce que la défense estime. Il semble que les procureurs le font souvent pour surprendre, n'est-ce pas, l'autre camp en plein procès. Mais ce qui est quand même important, c'est un rapport qui existe depuis des années, parce que n'oubliez pas que c'était à la demande de la CEDEAO que les Nations Unies ont envoyé cette commission internationale d'enquête en Guinée pour faire le travail. Et donc, c'est à l'issue de ça, 600 pages ont été produites à l'époque. C'est un rapport qui vient d'abord sur les responsabilités par commandement de Dadis Camara et tous les autres militaires aujourd'hui qui sont inculpés, mais également ceux qui étaient alors ministres des Sports, ministres de la Santé, et qui est parmi les 14 aujourd'hui, des responsables de l'hôpital, sans compter les victimes, les charniers et tout ça. Donc c'est un rapport qui a compilé ce travail, sans compter que le travail qui a été également fait en Guinée. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin de ça pour préparer leur ligne de défense. Et tout porterait à croire que les gens sont jugés sur la base de ce rapport de la Commission internationale, qui est présenté comme un rapport à charge, voilà. Un rapport des victimes. Justement, parce que beaucoup disent que c'est un rapport qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que si vous écoutez aujourd'hui la défense, ils disent dans ce rapport, on n'a fait que charger un côté au détriment de l'autre. Maintenant, vous savez... Oui, justement. Ce qui est parfaitement vrai aussi. Je vous ai donné le cas de Mathurin ici la dernière fois. Le général Mathurin a été embarqué dans cette histoire. Or, à la lecture justement de l'ordonnance de renvoi définitif devant justement ce tribunal ad hoc, on découvre que le général Mathurin n'était même pas à Conakry. Il était à Paris pendant cette période. Justement. Donc il y a des personnes qui se retrouvent dans ce cas. Je pense qu'il y a un travail aujourd'hui, il faut faire. Parce que la CPI l'a dit une fois, s'il y a des limites et qu'on constate qu'il y a des problèmes, on peut revoir un peu notre lien de complémentarité pour qu'on ne pas encore revenir en Guinée et s'intéresser au procès. C'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, on est en droit, vous savez, la forme commande le fond. On ne peut pas aller dans le fond tant qu'on ne s'entend pas. Tant qu'on n'a pas clarifié les choses. C'est ce qui s'est passé hier. Et souvent, beaucoup disent non, allons dans le fond. Le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. Donc, aujourd'hui, hier, par exemple, sur les 3 associations, ils ont parlé de l'AVIPA, vous vous souvenez? On aurait appris hier que l'AVIPA, l'agrément a été rapporté par Nawadami. D'accord. À l'époque, c'est une justement vieille il y a Ahmed Kouyaté qui a présenté l'arrêté hier dans la salle pour dire que l'AVIPA juridiquement n'existe pas. Donc ils ont utilisé comme base légale l'article 156 du code de procédure pénale qui dit que toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui par ses statuts se propose de lutter contre les faits ci-après. Donc premièrement, il faut que vous ayez un agrément et que vous prévoyez dans vos statuts que s'il y a un procès par exemple sur les crimes de sang, un crime contre l'humanité, est-ce que ça fait partir de vos statuts? Pour le cas de FDH, on dit qu'ils n'ont pas présenté les statuts. Ceux qui ont présenté les statuts, ça n'existe pas. Donc, ils n'ont pas cette compétence de se constituer en partie civile, sachant qu'ils n'ont pas prévu dans leur statut. Et il y avait une troisième entité. Il y a une troisième entité, l'OGDH. Maintenant, plus loin, qu'est-ce qu'on leur reproche l'autre entité? C'est de dire, prouvez-nous. L'OGDH est agréé. Là, eux, ils sont agréés. Là, il n'y a pas assez de problème. C'est la question d'accord. D'accord. Maintenant, écrit. Justement. Maintenant, l'autre chose, c'est le 3e élément. Pour finir, on leur demande de prouver est-ce qu'ils ont été constitués par les victimes. Parce qu'il faut le prouver. Et c'est la même loi qui dit que si on veut recevoir votre plainte, il faut que vous nous prouviez effectivement que les victimes sont passées par vous pour les représenter au procès. Donc ça n'a pas été prouvé hier. Donc c'est ce qui amène aujourd'hui la défense à demander à la Cour de tout simplement d'écarter ces 3 associations. Et donc hier, on leur a même dit de quitter la salle. On peut comprendre aussi c'est un procès à la défense. Parce qu'on leur reprochait aujourd'hui de surfer sur la misère des gens pour collecter de l'argent auprès des institutions internationales. Et pour Dadis, ça, ils l'ont dit, vous savez, ils sont toujours sur le code de procédure pénale. Ils soulèvent l'article 244 qui dit qu'à toute étape d'une procédure, on peut demander la mise en liberté d'un inculpé. Et donc, pour eux, la détention de Dadis, c'est une prise d'otage. Ils ont demandé hier au juge de le libérer. Et si le juge arrive à entendre le message,
il peut le faire. Ils ont donné le cas d'Hissène Habré, qui était en détention provisoire et en résidence surveillée. Ils ont donné le cas du Malien Aya Sanogo également. Et donc, ils pensent que, à l'image de tout ceci, aujourd'hui, Dadis peut être placé en résidence surveillée. Donc, ce sont les 3 étapes qu'ils ont demandé. Soit on le libère, soit on le place en résidence surveillée. Si tel n'est pas le cas, le juge peut décider tout simplement de le maintenir en détention. Alors, 2 choses, merci Guiba, 2 choses, Mohamed Mara. Finalement, on en est encore qu'aux aspects de forme. Le procès lui-même, dans le fond, n'aura pas encore véritablement commencé. Je me pose finalement la question, mon cher. Et la deuxième préoccupation, est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi préparer ceux qui sont vraiment victimes de ces massacres-là, psychologiquement, à supporter ces joutes-là, parce que les avocats de la défense, ils vont pas aller par le dos de la cuillère. Non, mais à mon avis, ça ne fait d'ailleurs que commencer. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs c'est obligatoire d'avoir un conseil en matière criminelle. Ça, en matière civile, vous pouvez vous-même saisir le juge si vous voulez, vous n'avez pas forcément besoin d'un avocat. Mais en matière criminelle, c'est une obligation. Si vous n'en avez pas, l'État lui-même peut demander justement au barreau de vous en fournir un et tout ça. Mais ils sont conseillés, ils sont assistés et à mon avis, ils sont préparés psychologiquement. Ces débats-là, à mon avis, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ce sont des questions préjudicielles qui sont soulevées, mais il y aura énormément de débats. Vous verrez des questions procédurales, à mon avis, disons en tout temps, à chaque étape, vous aurez ces types de questions qui vont être soulevées. Les questions qui sont soulevées aujourd'hui, à mon avis, sont légitimes. C'est très fin, c'est très intelligent de la part des avocats. Parce que pour dire, bon, vous nous poursuivez, il faut d'ailleurs que vous ayez qualité. Il faut avoir la qualité. Il faut d'abord avoir la qualité. Donc, là-dessus, ils vont chipoter là-dessus pendant longtemps, jusqu'à ce que le président du tribunal, justement, tout dépend de la dextérité du tribunal pour trancher et évacuer certaines questions. Alors, il tranchera dans un sens ou dans un autre. Il faudrait, et c'est pour cela que je disais ici la semaine dernière qu'on a fait quand même un grand mal à la Guinée en ne préparant pas suffisamment les journalistes qui doivent couvrir ces procès. Et ce n'est pas tard. Parce que le moment va arriver où les gens vont se lancer dans les commentaires des décisions. On aura le ministre de la Justice. Oui, justement, on en parle. Voilà. Ce qui ne se fait pas. Et attention aussi aux avocats. Souvent, j'observe, parfois je souris quand j'entends, parfois les journalistes fonder leur argumentaire sur les propos d'un avocat. Faites très attention à cela. L'avocat est avant tout partisan. L'avocat est avant tout partisan, il ne faut jamais l'oublier. L'avocat défend un camp, une cause. Vous avez entendu un avocat qui allait quand même très loin, qui a dit la semaine dernière, il dit, il y a une semaine exactement, il dit dans l'affaire Dadis et Toumba, la survie de l'un dépendra de l'abattage de l'autre. Il a bien mais ça veut tout dire déjà. Donc, attention à ne pas se laisser manipuler. On n'est pas des experts de ce qui est en train de se passer. La manière la plus intelligente, à mon avis, dans toutes les émissions qui peuvent être créées à l'occasion de la couverture de ce procès, ce sera de donner la parole aux experts. Aux experts, parfois aux doctrinaires même, ou à d'anciens magistrats, donc à la retraite, qui pourraient expliquer. Allons plus dans l'explication et la pédagogie qu'à juger ce qui se fait. Parce que vous n'aurez le fin mot, à mon avis, qu'avec l'épilogue du procès, où il y aura quand même des arrêts de justice qui vont être suffisamment fouillés, qui vont être suffisamment documentés et avec des preuves. Mais en attendant, faisons attention. Ce sont des prétentions d'une des parties, l'autre va répondre et le juge va trancher. Ce seront plusieurs, on aura des centaines de petites batailles. Ça ne veut pas dire que la guerre sera pour autant perdue. Mais la question, elle mérite d'être posée. Moi, une question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'une association comme Avipa, qui est quand même qui a des juristes, qui est entourée par la FIDH, même l'OGDH, qu'on me dise que son existence légale est remise en cause depuis des années. La question à se poser aujourd'hui, ça va retentir comment auprès de ceux qui se sont constitués aux victimes. Oui, mais vous savez que le juge, il n'est pas lié par cela. Il est lié par son intime conviction et il n'obéit qu'à la seule autorité de la loi. Lui, il tranchera sans état d'âme. Il observera les arguments des uns et des autres et il vérifiera est-ce que effectivement
cette association, elle était agréée. Est-ce qu'elle répondait aux critères d'ancienneté et de spécialité, justement, sur la question donnée? Lui, il vérifiera. Si ce n'est pas le cas, sans état d'âme, il a le droit d'écarter. Mais ça n'enlève en rien le droit aux victimes de se présenter. Soit individuellement, soit en collectif. Oui, la loi le permet, soit en collectif, ou d'aller même avec d'autres associations. C'est ce que d'ailleurs aujourd'hui la défense demande, de s'éclipser et laisser les victimes. Voilà. Mais le problème avec tout cela, c'est qu'imaginez que chaque victime arrive avec son conseil. Ça va faire quand même une sacrée pagaille, en fait. C'est pour cela que justement la loi prévoit parfois que les associations existent et puissent rester sur ce type de questions. Ça rend le débat un peu plus fluide. Mais au-delà de l'AVIPA qui a été constituée pour représenter tout ça, les victimes, mais est-ce que, Mohamed, il est possible de tenir un tel procès sans entendre individuellement les victimes? Non, là c'est impossible. Voilà. L'AVIPA ne viendra pas à la barre, attention. Quand on dit AVIPA, c'est la partie civile, c'est-à-dire qu'il vient à travers des avocats. Il y a des avocats qui les représentent. Ce n'est pas l'association en tant que telle qui va venir s'asseoir pour discuter. Non, ce sont des avocats qui vont parler. Mais à l'intérieur de l'AVIPA, n'oubliez pas, se regroupe une bonne partie des victimes. Ça ne veut même pas dire que lorsque vous êtes membre de l'AVIPA, vous n'avez pas le droit d'envoyer votre propre conseil. Vous avez le droit. C'est vous qui vous défendez. D'accord. Donc il y a cela, je voulais le signaler. Mais je ne comprends pas cette question de représentation. Je suis quand même outré. J'espère que la défense ou que ceux-là qu'appelle le président du tribunal, Ibrahim Solidou Tunkara, les victimes, parce que le débat où ça a été posé la semaine dernière, parce que lui, il n'arrête pas de les appeler les victimes. La défense n'est pas d'accord qu'il les appelle victimes. La défense préfère qu'ils disent partie civile. Sauf qu'il explique lui aussi que toutes les victimes, forcément, ne se constituent pas partie civile. Donc, il y a eu également ce débat. Mais je ne comprends pas qu'on dise que les lettres qui les saisissent, qui leur demandent de les représenter, n'existent pas. Parce que c'est quand même... Et je ne sais pas jusqu'où... Vous parliez de l'impréparation. Vous parlez de l'impréparation de l'État. Vous allez découvrir. Vous savez, je vous disais des choses hier, ici, en off. Ça ne serait pas l'État. Ça ne serait pas l'État. Et attention, là-dessus, sur les questions procédurales, on peut avoir énormément de problèmes à partir de là. En effet. Donc, je veux quand même le signaler. Et on n'a pas besoin d'être juriste pour terminer. Que ça, c'est grave. Pour terminer, la question des pièces dont vous parliez tantôt, en fait, c'est une obligation. Toute pièce que devra, par exemple, présenter notamment le procureur devant le tribunal et qu'il voudra exploiter, devra auparavant avoir été versée à toutes les parties, c'est-à-dire à la fois au tribunal et aux avocats de la défense et des parties civiles. C'est obligatoire. Maintenant, ça relève de la stratégie. Parfois, c'est vrai que les procureurs font exprès d'attendre la dernière minute, ils donnent. Et cela aussi peut engendrer justement des reports. Parce que des avocats peuvent dire, écoutez, c'est très technique et ça fait quand même 50 pages. Nous ne sommes pas des spécialistes, on a besoin d'un médecin légiste et ainsi de suite. Nous avons besoin d'expertise et là, ils peuvent demander des reports et là-dessus, ça peut s'expliquer. Voilà. Et en 30 secondes, et le cas d'Addis. Le cas d'Addis. En 30 secondes, s'il te plaît. Je pense qu'on ne peut pas... Il y a un principe d'égalité. Et ça, c'est pour tous les justiciables. On ne peut pas soulever la question de son statut d'ancien président pour demander sa mise en liberté. Ça, ce n'est pas possible. C'est même inique que de le libérer simplement parce qu'il est ancien président. Mais par contre, il y a des choses qui militent en faveur d'Addis Camara. Quand même, pendant 13 ans, ce monsieur a voulu rentrer et se présenter devant la justice. Le monsieur a embarqué à bord d'un avion pour rentrer en Guinée. Par 2 fois. On l'a retourné par 2 fois. Le monsieur a payé de sa poche pour rentrer en Guinée le 26 septembre. Et il s'est présenté lui-même volontairement, sans convocation, justement devant le tribunal. Quand même, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque qu'il s'enfuit ou peut-être même qu'il provoque des troubles à l'ordre public. Maintenant, est-ce que le garder, parce que garder quelqu'un, c'est pas simplement parce qu'il y a des troubles, il y a des risques de fuite, mais parfois même c'est pour protéger l'intéressé. Et pour le protéger, moi je pense que Addis Camara peut être aujourd'hui placé en résidence surveillée. Vous pouvez le faire dans un hôtel à Calais, vous pouvez le faire dans un bâtiment quelconque, bien sécurisé. Parfait. Vous le gardez là depuis 13 ans de toutes les manières. Addis a vécu ainsi à Ouaga, vous le savez.
Voilà, Maf, merci. Mara, Maf a un procès à rebondissement, mais j'aimerais quand même, avec la régie, attirer votre attention sur quelque chose. Le procès commence au matin, ça finit à 21h, ça s'est arrêté à 21h. À 21h moins, hein, aux alentours de 21h. Regardez les chaises sur lesquelles les magistrats y sont assis. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là. Il y a un gros problème de santé qui va frapper toutes ces personnes si on ne change pas l'ergonomie. Si on ne change pas on aura le ministre, on lui posera des questions. Lui qui est je te mets à l'aise. Je vous parle des sièges que nous avons vus là. Le format. Ce modèle n'est pas ergonomique. Et c'est un problème pour la santé. Mon micro, s'il te plaît, je te mets à l'aise. J'ai visité le bâtiment. Et déjà, ce n'est même pas la seule salle d'audience. Il y a une autre salle d'audience en bas qui est plus petite, mais qui est hyper bien faite. D'accord. J'ai visité, en ce moment, ces chaises-là, je t'ai parlé de ces chaises, il y a même des chaises rembourrées justement pour les magistrats. D'accord. Ils sont en train de les monter. Le cargo, voilà, le ministre sera là. Mais en tant que journaliste, c'est que j'ai constaté. Je voulais quand même attirer votre attention. Justement, mais il y a des sièges confortables vraiment destinés à cela qui sont arrivés. Ils sont en train de les monter au fur et à mesure. Voilà. Donc on poursuit avec vous un procès à rebondissement. Ça, pour le moins qu'on puisse en dire, il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de chambardements. Il y aura beaucoup de surprises et surtout la difficulté pour nous journalistes sera de vouloir traiter ça. Et c'est là que je rejoins totalement Mara. Il faudra aller sur l'expertise, pouvoir écouter des gens qui peuvent nous aider à comprendre. Parce que dans le traitement, si on ne fait pas attention, on risque de créer plus de problèmes qu'il n'en existe déjà. Alors, du côté des avocats, il y a quand même cette légèreté que moi, je ne comprends pas. Je suis profane dans la matière, mais ça fait des années quand même on parle de ce procès. Et je pense le jour J, à l'inauguration, lorsque Mara a tendu le micro à la dame Asmaou, elle a clairement dit qu'elle a fait presque le tour du monde, justement pour aider à ce que tout ceci soit mis en place parce qu'elle était dans la lutte. Et dans la lutte du côté des avocats, comment comprendre qu'on laisse des éléments qui peuvent retarder le débat de fond? Ça, je ne comprends pas. Mais j'ose croire qu'ils vont évidemment rectifier et tout. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit déjà, mais le dernier point que je veux évoquer rapidement, c'est sur les victimes. Effectivement, ça va commencer. On aura l'impression que c'est lent. On aura l'impression peut-être qu'on est dans les détails. Mais les procès, c'est comme ça. Le plus grand procès qui aura fait du succès en Guinée, c'est le procès des gangs. Ouais. Après ça, on a eu l'impression que la justice ne fait rien. Pourtant, des procès se déroulent tous les jours. Et des coupables, des personnes accusées sont condamnées. Par exemple, quand on parle des cas de viol, on dit souvent il y a l'impunité, mais on parle peu des cas de justice où les accusés sont reconnus coupables et qui sont en prison, qui sont condamnés par la justice. C'est évidemment, c'est parce qu'on n'en parle pas. Et aujourd'hui, il y a quand même ce procès qui est devant nous. C'est comme une occasion pour la justice de dire, on existe. Ce serait bien aussi de dire aux victimes surtout que ça peut prendre le temps qu'il faut. Il faudra patienter, que la justice, c'est comme ça. Que pas parce qu'il y a un oui ou il y a un non, estimer que non, c'est la justice guinéenne qu'on connaît, elle ne veut pas faire son travail. Il faut voir justement ce débat de fond. Et si on a des expertises, ça permet d'expliquer que lorsqu'un avocat, même de la défense, ne s'est pas préparé, la faute lui incombe et que ce n'est pas à l'État. Donc c'est ce travail qu'il va falloir faire tout au long, parce que ce n'est pas fini dans un mois, ce n'est pas fini dans 2 mois, c'est pour plusieurs mois, voire une année. Les avocats, merci. Donc, Maf, les avocats ont une grande responsabilité aujourd'hui sur leurs épaules, mon cher Antoine. Mais avoir déjà cette ouverture-là, je me dis, les 6 à 8 mois de prévu, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose de dérisoire par rapport à la durée totale du procès? On ira forcément au-delà des 8 mois. Ça, c'est une chose qu'il faut noter. Moi, je voulais juste apporter une précision par rapport à la couverture médiatique de ce procès. À vous entendre, j'ai l'impression qu'on n'a pas confiance en nos journalistes. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise qu'on est capable de couvrir un procès. Et il faut rappeler que vous avez 50 journalistes qui sont en train de suivre des formations. Je pense que... Peut-être le ministre va le dire ici. Écoutez, je pense que c'est des comptes rendus que nous faisons. Non, c'est pas sur le... Si tu permets, la formation n'est pas tant sur le compte rendu. On sait le faire. C'est pas là le problème. Le problème, c'est la spécificité du droit. Je comprends cela. Je pense que la plupart des rédactions ont des
personnes qui ont une certaine connaissance du droit. Bah, tant mieux. La fois dernière, je pense qu'Espace a envoyé Mara au niveau de ce procès. C'était pas un fait du hasard. C'était parce qu'on s'est dit que Mara a une capacité de pouvoir couvrir un procès. Et je pense que dans nos rédactions respectives, on a cette capacité-là. Et on a envoyé par exemple un reporter qui est libéré à ce procès-là et son compte rendu, il le fait fidèlement. Je pense que... Non, vous ne comprenez pas. Portiquet, par exemple, le fond d'un article. Vous savez, c'est de cela qu'on parle. Dans nos prises de parole, dans les émissions de débat, combien ont cette formation? Parce que j'étais très clair. Je pense que j'ai dit dans nos prises de parole. Je ne parle pas de compte rendu. J'ai dit bien dans les prises de parole, favorisons. J'ai dit l'expertise. J'étais très clair. Non, je vous comprends. N'oubliez pas que je suis aussi formateur. Dans les modules qu'on enseigne dans les écoles de journalisme, il y a la couverture justement des judiciaires. Tu le sais. Mais enseigné des années. Mais je sais également les lacunes de ces programmes. Et justement, sur les plateaux, j'ai dit il faut favoriser dans tous les pays du monde. On favorise sur les questions de spécialité, on favorise la consultance. C'est pour éviter des problèmes. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'apporter. Elle est très simple. Il faut qu'on se comprenne. La couverture d'un procès, pour moi, réside davantage dans le compte rendu qui est fait. Et dans le compte rendu, il n'y a pas d'invention. Vous ne rapportez que des propos entendus sur place de part et d'autre du procès. Maintenant, s'il s'agit des débats, parce que des télévisions peuvent initier des plateaux spéciaux à l'intérieur même de la salle de procès, mais Antoine, avec des spécialistes. Mais Antoine, tu sais que la tendance aujourd'hui est à la spécialisation. Mara, il faut qu'on s'écoute. On donne des formations. Non, c'est un débat. Laisse-moi développer au moins. J'entends que vous m'interrompez. J'ai commencé à Mara qui m'interrompt. Mais laisse-moi développer. Laissez-moi continuer. Moi, j'ai le droit de J'ai commencé une analyse. Laisse-moi continuer mon analyse. Moi, j'ai le droit de m'interrompre. Allez-y, j'écoute vos questions. Moi, j'ai le droit de Je ne suis pas l'invité, je suis chroniqueur. Moi, je dis que j'ai le droit de t'interrompre. Vas-y. C'est comme ça que j'anime le débat. Faut user de ton droit de veto. Vas-y. Je t'écoute. Je te dis encore une fois que tu sais quand même que la tendance aujourd'hui est à la spécialisation. Pourquoi, par exemple, moi, j'ai fait plusieurs formations dans le cadre des migrations? C'est pour couvrir ce type de préoccupations quand ça devient une actualité majeure. Ce n'est pas à dire que les journalistes ne savent pas couvrir des événements, non. Mais quand c'est spécifique et c'est sensible, je pense que former les journalistes, ça n'a rien de grave. Non, la formation donnée par le ministère est une chose à demander. Mais c'est ce qu'il fait. C'est la répétition de cela souvent que moi j'entends. On a l'impression qu'on doute de la capacité de nos journalistes à pouvoir couvrir ce procès. Pour moi, on a des journalistes rompus à la tâche qui peuvent faire la couverture médiatique d'un procès. Et depuis que ça a commencé, je ne crois pas que les comptes rendus qui sont faits, qu'il y ait des erreurs ou des fautes commises dans le compte rendu qui est fait. C'est ce que je dis. Parfait. Et pour moi, dans nos rédactions respectives, il y a ces journalistes qui peuvent le faire. Parfait. Maintenant, ce que je veux dire, toujours par rapport aux médias, et ça, c'est une critique que j'apporte. J'ai suivi hier les directs qui ont été faits. La RTG. On a une opportunité. On a tous été d'accord en disant que c'est historique ce procès. Mais je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce qu'on a dit, qu'on est incapable dans la restitution de pouvoir rendre compte finalement de ce procès-là et qu'il y ait des couacs. Est-ce que la RTG nous fait même des directs sur le plan sonore? Moi, ce que je demande au ministère ce matin, le ministre sera là ce matin. Il faut que le ministère ait lui-même son équipement. Il faut que... Attendez. C'est pas son rôle. Attendez, Mara, il faut qu'on s'écoute. Vas-y. À la Cour pénale internationale, ils avaient eux-mêmes la retransmission en direct sur les réseaux sociaux. Pour moi, il faut que le ministère lui-même ait ces plateformes. Moi, je suis pas contre. Ces plateformes respectives qui peuvent aider à suivre ce procès. Parce que ce qu'on a suivi hier, l'ART a été contrainte à la fin de s'excuser pour des soucis techniques. Parce que le son n'y était pas. Comment est-ce qu'un procès qui a été annoncé depuis longtemps, 13, un média national ne soit pas capable de nous faire une couverture digne de nom et qu'on nous accuse des soucis techniques? Mais pour quel motif? Pour quel motif? Moi, je ne comprends pas. Les moyens qui leur sont donnés, c'est pour des occasions comme ça, que le citoyen soit capable. Parce qu'on n'a pas tous accès à la salle, qu'on ait la possibilité de pouvoir suivre ces procès-là. Ils n'ont pas d'excuses en disant que c'est des soucis techniques. Il faudrait qu'en amont, qu'il y ait cela qui soit pris comme disposition. Je pense que dans le cadre d'un partenariat, ce type de choses peut se faire. Le département entre doit le département y penser. Et la justement. Maintenant, pour clore, le ministère de l'Information. Vous avez vu que depuis quelque temps, il y a des éléments sonores qui apparaissent. Des vidéos. Hier, c'était Sekouba Konaté qui est apparu dans une ancienne vidéo de 2017 où il a fait des révélations.
À un moment donné, c'était Mandian Sidibé. Mandian Sidibé qui a fait des révélations au moment où il était dans la lutte contre Alpha Condé. Il a fait des révélations liées au 28 septembre. Mais ça, c'est des éléments qui commencent à réapparaître. Et je pense que les contenus doivent interpeller. Parce qu'à ce niveau-là, on est amené à dire que ceux-là qui, à ce moment-là, parlaient. Plusieurs viendront. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Je suis convaincu que plusieurs viendront. Seront-ils des témoins? On est encore très loin. On est très loin. Ouais, je sais qu'on est Dès que le très débat loin. de fond va commencer, Sauf ce sont des questions. Il y a des personnes qui se sont exprimées à un moment donné qui n'étaient pas n'importe qui. Parfait. Qui ont révélé des choses. C'est ce que j'ai dit. Lorsque le débat de fond va commencer, il y a des personnes qui vont se retrouver, peut-être à titre de témoin, à prendre la parole à la barre. Et il y a cette information qui vient de tomber. D'ailleurs, à titre de témoin, il y a M. Baouri qui s'est proposé, lui, à être entendu si le tribunal a besoin de lui. On n'en est pas encore là. Alors, cette information me vient justement des avocats de l'AVIPA, qui disent que l'AVIPA dispose bel et bien d'un arrêté qui sera produit ce matin à l'audience. Celui dont parle la défense rapporte plutôt un duplicata. D'accord. Vous voyez cette technique? Mais voilà. On verra bien ce que ça donne. Diba, un dernier mot. Oui, justement sur. Allez-y. Oui, sur la sortie de. Sur la sortie de Konaté, il faut rappeler une chose. C'est vrai, il a parlé de Kalea avec ses 9000 hommes. Qui aurait été constitué par Moussa Dadis Camara. Et n'oubliez pas également, Dadis aussi, dans sa déposition, a dit que cette force a été constituée à la demande de Konaté. Et Mandian qui aurait des informations précises sur les charniers. Tout à fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une posture. Dès qu'on va toucher le fond, je pense que Konaté, ils vont demander vraiment sa présence ici. Parce que Dadis, dans sa déposition, une fois encore, se dit que cette force a été constituée par Konaté et que depuis sa constitution, lui n'avait plus les nouvelles de la force. Donc, si Konaté, aussi dans sa sortie, dit que c'est Dadis qui est à l'origine, je pense que dans le fond, le débat il va être très, très intéressant. Antoine, pour terminer. Rapidement, je voulais juste dire au sujet de l'AVIPA que ce n'est pas une première qui a des informations liées à l'association quand même sur le fonctionnement. Et je me rappelle qu'en 2017, je crois que c'était en 2019, où la présidente s'était accusée de faire une gestion opaque des fonds alloués à cette association. Je te rappelle que le vice-président, non, ça n'a rien à voir avec le procès, mais c'est un souci avec les personnes qui composent l'association. Parce que à l'époque, le vice-président accusait quand même la présidente de ne pas utiliser de façon efficiente les fonds alloués à l'association. Et ça fait qu'il y a les victimes qui sont à un moment donné plaintes de ne pas être écoutées par l'association et tout cela. Pour moi, il serait important que la VIPA, en tant qu'association qui dit défendre le droit des victimes, en son sein, fasse preuve de rationalité, qui soit davantage assez crédible. Antoine, les mots ont eu beaucoup de peine à sortir ce matin. Et Antoine, justement, qui relève ces accusations contre la présidente de l'AVIPA, accusée de sauter sur la grenouille. On vous l'a dit dès le début ce matin, cette question qui mérite désormais d'être posée, l'ère du triomphe de la justice en Guinée. En tout cas, la Nations Unies note avec satisfaction l'engagement des nouvelles autorités guinéennes pour cause. L'ouverture du procès historique des massacres du 28 septembre à terme. Ce sont au moins 157 personnes dont le destin a été associé aux événements malheureux de 2009 qui espèrent ainsi obtenir justice à la suite du procès qui vient de s'ouvrir. Des prouesses réelles, bien entendu, de la justice guinéenne qui contrastent malheureusement avec des méthodes taxées de cavalières par certains acteurs qui caractériseraient d'autres dossiers. Le tout au compte d'un appareil et d'une institution judiciaire à bâtir. On se pose donc ces questions ce matin. Quels contours et quels enjeux entourent donc le procès des massacres du 28 septembre? Quel chantier en cours et à venir au sein de la justice guinéenne? Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, nous a fait l'honneur d'être notre invité ce matin. Continuez à réagir de votre côté 657 39 13 13 ou sur Twitter à partir du hashtag #GG ou tout simplement sur notre plateforme Facebook. Notre médiatrice viendra au début de la deuxième partie de cette émission et elle vous les rendra tout simplement. Les grandes gueules, nous poursuivons notre aventure de ce matin.